Il existe un phénomène étrange, observé à travers les siècles. Les personnes dotées d'une intelligence profonde semblent ressentir moins de besoin de vie sociale. Elles fuient le vacarme des foules, les bavardages superficiels, l'incessant manège des obligations mondaines. Elles se retirent non pas par hostilité, ni par arrogance, mais par nécessité intérieure. Arthur Schopenhauer écrivait que la capacité à supporter la solitude croît en proportion directe avec l'élévation de l'esprit. Plus la conscience s'élargit, plus elle s'éloigne du bruit de la masse. Ce qui constitue pour l'homme ordinaire une source de distraction et de confort fait, conversation légère, commérage devient rapidement pour l'esprit pensant un poids insupportable. Mais pourquoi ? Pourquoi ceux qui voient plus loin éprouvent-ils comme une gêne ce que les autres considèrent comme indispensable ? Pourquoi s'épanouissent-ils dans le silence là où d'autres dépérissent ? Pour comprendre, il faut d'abord se libérer de l'idée naïve selon laquelle être sociable équivaudrait à être heureux. La société aime élever la convivialité au rang de vertu suprême. L'extraversion est présentée comme norme, comme étalon du succès d'une vie. Celui qui vit plus en retrait est perçu comme suspect marginal, misanthrope, voire déficient. En vérité, cette distance est une forme de lucidité. L'intelligent perçoit ce qui reste invisible dans les rouages du vivre ensemble, la superficialité des échanges, les masques que chacun porte, le jeu incessant des rôles. La plupart des conversations n'ont pas pour but de rechercher la vérité, mais de conjurer l'ennui. Ce ne sont pas des rencontres, mais des anesthésies réciproques. On ne parle pas pour comprendre, mais pour éviter le silence. Et pour un esprit qui connaît la valeur du silence, cela devient vite insupportable. Car le silence n'est pas vide. Le silence est un espace où la pensée gagne en profondeur, où la compréhension s'enracine. Pour beaucoup, ce vide est intolérable parce qu'il les confronte à eux-mêmes. Pour l'intelligent, il est un refuge. Schopenhauer voyait dans la capacité à supporter la solitude la preuve d'une richesse intérieure. Celui qui est vide a besoin d'excitation permanente pour se fuir lui-même. Celui qui est riche intérieurement n'a pas besoin de ses béquilles. Sa propre compagnie lui suffit. Voilà pourquoi les esprits lucides paraissent indifférents à la vie sociale. Non pas qu'ils méprisent les autres, mais parce que ce qu'ils trouvent en eux-mêmes leur semble plus précieux. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils rejettent tout contact humain. Même l'esprit le plus brillant reste un être social. Mais il choisit avec minutie. Il préfère la profondeur à la largeur, l'authenticité à la distraction. Un seul échange sincère peut valoir pour lui davantage que 100 heures de bavardage. Et c'est là que naît le conflit, la société ne comprend pas ce retrait. Elle l'interprète comme du mépris ou de la froideur. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un instinct de protection, protéger l'esprit de la noyade dans l'insignifiant. Imaginez que vous possédiez un instrument rare et délicat, qui se désaccorderait au moindre tumulte. Ne chercheriez-vous pas à le préserver, à ne le faire résonner que dans les lieux dignes de lui ? Voilà exactement ce que fait l'intelligent avec son esprit. Ainsi, dans cette première partie, nous avons posé le socle. La distance des intelligents face à la vie sociale n'est pas faiblesse, mais force. Elle n'est pas hostilité, mais nécessité. Mais une question s'ouvre aussitôt, comment vivent-ils concrètement la société ? Et pourquoi ce retrait leur apparaît-il comme une libération plutôt qu'une solitude ? Lorsqu'une personne intelligente observe la vie sociale, elle le fait souvent avec une fatigue mêlée de lucidité. Non pas parce qu'elle serait incapable de créer des liens, mais parce qu'elle perçoit les mécanismes invisibles qui l'animent. Pour la majorité, la vie sociale ressemble à une pièce de théâtre sans fin. Chacun y joue un rôle, parfois sans même s'en rendre compte. On sourit quand il faut sourire, on rit quand il faut rire, on dit ce qui ne froissera personne. Ce jeu n'est pas nécessairement hypocrite, il permet à la coexistence de se maintenir. Mais pour un esprit avide de vérité, il tourne vite à la farce. Schopenhauer parlait du « vacarme du monde », qui disperse et épuise l'esprit. Il ne désignait pas seulement le bruit matériel, mais aussi le flux ininterrompu d'opinions, de conventions, de banalités qui étouffent la pensée. L'homme intelligent ressent ce flot comme une contrainte. Ce qui glisse sur la peau des autres devient pour lui un poids, une perturbation permanente. Prenons l'exemple du bavardage quotidien. La plupart des conversations tournent autour de futilités, la météo, les ragots, les banalités du quotidien. Pour beaucoup, ces échanges sont agréables, nécessaires même de petites huiles qui font tourner la machine sociale. Mais pour l'intelligent, ils sont épuisants. Dans 100 phrases, il ne trouve parfois pas une seule vérité. Il sent le temps et l'énergie s'évaporer,
sans qu'aucune profondeur ne soit atteinte. Cela ne vient pas d'un sentiment de supériorité. C'est là un malentendu fréquent, le retrait est souvent pris pour de l'arrogance. Mais la réalité est différente. Ce n'est pas l'orgueil qui pousse à se taire, c'est l'exigence. L'intelligent ne mesure pas une conversation au sourire qu'elle provoque, mais à la clarté qu'elle laisse derrière elle. À cela s'ajoute une autre difficulté, l'attente constante de conformité. Dans tout groupe humain règne une règle tacite, sois comme nous. Ris, pense, agis dans la même direction. Celui qui s'écarte trop attire les regards suspicieux. Pour la plupart des gens, cette adaptation se fait naturellement. Pour l'intelligent, elle est une torture. Car il perçoit chaque compromis, chaque masque qui l'éloigne de son authenticité. Alors naît ce sentiment de décalage intérieur. On est assis parmi les autres, on hoche la tête, on sourit, mais au fond, on n'est pas vraiment là. On joue le rôle, mais on ne s'y reconnaît pas. Et ce malaise devient si pesant qu'une question s'impose, pourquoi continuer à m'infliger cela? C'est alors que le retrait cesse d'être un choix et devient une nécessité vitale. La lecture, la marche solitaire, l'écriture, la réflexion silencieuse se transforment en remède. Ce que les autres nomment isolement devient, pour l'intelligent, guérison. Schopenhauer affirmait que plus on attend peu des autres, plus on trouve en soi-même. L'homme ordinaire cherche des distractions pour échapper à lui-même. L'intelligent se cherche lui-même, car en son intérieur, il découvre plus que la société ne saurait lui offrir. Cela ne veut pas dire qu'il refuse toute relation. Lui aussi désire la proximité, mais pas n'importe laquelle. Il veut l'authenticité. Une amitié qui ne repose pas sur l'intérêt mais sur la compréhension. Une relation où le silence a autant de valeur que la parole. Et c'est précisément cette rareté qui rend ces liens sociaux si peu nombreux. Plus les exigences de vérité sont hautes, plus les rencontres qui y répondent deviennent rares. Voilà pourquoi il donne l'impression d'éviter les gens. Mais en réalité, il n'évite pas les personnes, il évite les masques. Ainsi vit-il la société, comme un espace saturé de bruit, de rôles, d'attentes. Un espace qui draine son énergie au lieu de la nourrir. Nul étonnement, donc, s'il choisit la distance. Mais alors, pourquoi les autres supportent-ils si bien ce bruit? Pourquoi trouvent-ils joie et vitalité dans ce qui étouffe l'intelligent? La réponse réside dans une différence psychologique fondamentale que nous allons explorer dans la prochaine partie. Pour comprendre pourquoi les esprits intelligents se détachent de la vie sociale, il faut regarder du côté opposé, pourquoi tant de gens recherchent-ils inlassablement la compagnie des autres? Pourquoi la foule semble-t-elle leur donner vie, tandis que l'intelligence s'y sent étouffée? La réponse n'est pas superficielle. Elle plonge dans la structure psychologique de l'être humain. Schopenhauer décrivait l'homme ordinaire comme « pauvre en lui-même », non pas au sens matériel, mais au sens intérieur. Ses pensées tournent autour de besoins immédiats, de statuts à défendre, d'excitations extérieures. Privé de ce flux constant, il se retrouve face à un vide qu'il ne sait pas habiter. Et ce vide, ce n'est rien d'autre que la rencontre avec soi-même. Rencontre qu'il redoute plus que tout. La société, pour lui, est un rempart contre cette confrontation. Tant qu'il est entouré de voix, de faits, d'événements, il n'a pas à affronter la question fondamentale, qui suis-je quand personne ne me regarde? Pour l'intelligent, cette question n'est pas un cauchemar, mais une source. Seul, il ne se sent pas amputé, mais agrandi. Sa solitude n'est pas un désert, mais un jardin. Son esprit lui offre une compagnie que d'autres ne trouvent que dans la multitude. Voilà pourquoi l'homme ordinaire court après la foule, il y cherche l'oubli. L'intelligent, lui, court vers le silence, il y cherche la mémoire de soi. Un autre mécanisme explique cet attachement, la validation sociale. La plupart des individus ont besoin du regard des autres pour se sentir exister. Sans approbation, sans reconnaissance, ils se sentent invisibles. Leur identité repose sur le miroir social. L'intelligent, lui, voit à travers cette dépendance. Il comprend que bâtir son être sur l'opinion d'autrui, c'est vivre en exil permanent. Il sait qu'une existence qui exige sans cesse d'être confirmée n'est pas vraiment la sienne. Voilà pourquoi tant de rituels sociaux lui paraissent creux. Pensons à une réception mondaine. Chacun y expose ses réussites, ses projets, ses voyages. L'apparence de dialogue masque en réalité une compétition silencieuse, un marché d'ego. Pour beaucoup, cette mise en scène est un jeu réjouissant. Pour le penseur, c'est un théâtre transparent, presque douloureux à regarder. Il perçoit la peur d'être oublié,
le besoin compulsif de reconnaissance. Et une fois qu'il a vu cela, il ne peut plus s'y abandonner. On pourrait croire qu'il est insensible à la solitude. Mais ce n'est pas le cas. Lui aussi connaît le désir d'autrui, le besoin d'amitié, de proximité. La différence, c'est qu'il peut supporter le vide sans se précipiter vers le bruit. Il peut affronter ses propres silences sans les combler immédiatement. C'est ici que se révèle une opposition fondamentale. Pour la majorité, la solitude est une prison. Pour l'intelligent, elle est un sanctuaire. Deux manières de vivre le même état. Deux expériences incompatibles. Et chacune regarde l'autre avec incompréhension. La masse pense que le solitaire se prive de vie. Le solitaire pense que la masse passe à côté de l'essentiel. Cet écart crée un malentendu permanent. Le grand nombre interprète le retrait comme une maladie, alors qu'il peut être une force. Mais cette force mérite d'être étudiée de plus près. Comment la solitude, vécue comme faiblesse par la plupart, se transforme-t-elle en puissance pour l'esprit lucide? C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. La solitude. Pour la majorité des hommes, ce mot sonne comme une condamnation. Comme une cellule grise dans laquelle on est enfermé lorsqu'on échoue à « bien jouer » le jeu social. Pour l'esprit intelligent, la même solitude devient un privilège, une source d'énergie, un espace de croissance. Schopenhauer affirmait que nul n'est vraiment seul lorsqu'il est en paix avec lui-même. Car celui qui est riche intérieurement porte en lui un univers entier. Là où l'homme ordinaire n'entend dans le silence qu'un vide oppressant, l'intelligent perçoit une symphonie d'idées, de souvenirs et d'intuitions. Pourquoi cette différence? Parce que la solitude offre trois dons essentiels. Le premier don, c'est la clarté. Dans la société, notre attention est happée de toutes parts, jugement, comparaison, attente, obligation. Nous sommes constamment projetés hors de nous-mêmes. La solitude, elle, nous rend notre voix intérieure. Elle permet de distinguer ce qui est vraiment nôtre de ce qui n'est que l'écho de la foule. Pour l'intelligent, cet espace de purification est vital. Le deuxième don, c'est la créativité. Aucune grande œuvre n'est née dans le tumulte permanent. Qu'il s'agisse de philosophie, de musique ou de science, les intuitions décisives émergent dans le calme. Les idées sont comme des graines, elles ne germent que dans un sol silencieux. C'est pourquoi l'intelligent considère souvent les obligations sociales comme un vol, elles lui arrachent le temps où ses pensées pourraient fleurir. Le troisième don, c'est la liberté. Dans tout groupe, on est enchaîné à des rôles, à des règles implicites, à la pression de l'approbation. Seul, on est affranchi de ces masques. On peut penser sans censure, rêver sans ridicule, être sans justification. Pour l'intelligent, ces moments de liberté absolue sont peut-être les seuls où il se sent pleinement lui-même. Pour la masse, ce retrait paraît suspect. Elle demande, pourquoi refuses-tu la compagnie? Pourquoi t'exclus-tu du monde? Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'en solitude, l'intelligent n'abandonne pas la vie, il y entre plus profondément. C'est le grand paradoxe, ce que beaucoup considèrent comme une fuite est pour quelques-uns un retour. Bien sûr, la solitude comporte des risques. Elle peut se transformer en isolement stérile, en mélancolie, en sentiment d'étrangeté. Mais pour l'intelligent, elle n'est pas une fuite apeurée, elle est un choix conscient. Sa solitude est souveraineté, non exil. Voilà pourquoi Schopenhauer voyait en elle une véritable force. La capacité de se suffire à soi-même, sans dépendre de la distraction extérieure, sans être esclave de l'approbation. Cette autonomie intérieure est rare et c'est elle qui explique pourquoi les esprits lucides se désintéressent si souvent de la vie mondaine. Mais alors, qu'apportent concrètement ces heures passées à l'écart? Quelle richesse particulière la distance par rapport à la foule permet-elle de récolter? C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie, les fruits de la solitude, ces trésors invisibles que la plupart ne soupçonnent même pas. Si nous suivons le fil de Schopenhauer jusqu'au bout, une vérité apparaît, le retrait des intelligents n'est pas une perte, mais un gain. Ce n'est pas un vide, mais une transformation. Le premier fruit, c'est l'indépendance. Celui qui n'attend plus son identité du regard des autres devient libre d'établir ses propres mesures. Il ne se demande pas, que vont-ils penser de moi, mais, est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce essentiel? Cette liberté-là ne s'achète pas avec des applaudissements. Le deuxième fruit, c'est la profondeur. Tandis que la foule disperse son énergie dans 1000 bavardages, l'intelligent la concentre. Il lit pour comprendre, non pour briller. Il pense pour pénétrer le réel, non pour séduire.
Il échange, non pour meubler le vide, mais pour chercher la vérité. De cette discipline intérieure naît un trésor que nulle sociabilité superficielle ne saurait égaler. Le troisième fruit, c'est l'authenticité. À force de se plier aux attentes, on se perd dans les rôles. Celui qui s'accorde la solitude retrouve au contraire le fil de son être véritable. L'authenticité est rude, elle déplaît souvent, elle dérange. Mais elle est le seul chemin vers la paix intérieure. Et c'est précisément ce que l'intelligent recherche plus que tout, la cohérence avec lui-même. Le quatrième fruit, c'est la créativité. Le silence est la mère des inventions. Les grandes intuitions ne naissent pas dans les salles bruyantes, mais dans les nuits calmes, les marches solitaires, les heures de recueillement. Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard tous ont forgé leurs pensées les plus puissantes dans l'isolement, et non dans les banquets. Loin d'être une fuite, la solitude est le sol fertile de l'originalité. Le cinquième fruit, enfin, c'est la sérénité. Celui qui n'a plus besoin d'approbation permanente se libère d'angoisse profonde, peur d'être rejeté, peur d'être invisible, peur de ne pas suffire. Il comprend que la valeur n'est pas un prix fixé par autrui, mais une vérité découverte en soi-même. De cette certitude naît une tranquillité presque inébranlable. Cela ne signifie pas que l'intelligent rejette tout lien humain. Il a besoin d'amitié, d'amour, de communauté. Mais il les veut autrement. Pas en quantité, mais en qualité. Pas dans le bruit, mais dans l'authenticité. Pas dans un réseau de centaines de connaissances, mais dans un cercle restreint de véritables affinités. Ainsi, la vie sociale de l'intelligent n'est pas absente, elle est transfigurée. Elle ne se mesure pas en nombre, mais en vérité. Peut-être est-ce là le message ultime de Schopenhauer, la solitude n'est pas l'ennemi de la société, elle en est la condition. Car seul celui qui sait être avec lui-même peut être pleinement avec les autres sans dépendance, sans masque, sans peur. En fin de compte, la vraie question n'est pas « Pourquoi les intelligents évitent-ils la vie sociale ?» La vraie question est « Que pourrions-nous tous gagner si nous avions, nous aussi, le courage d'habiter davantage le silence ?» Peut-être découvririons-nous que nous sommes plus riches que nous le croyons. Peut-être comprendrions-nous que la vie ne commence pas dans la foule, mais dans l'intériorité et que c'est seulement à partir de là qu'une véritable communauté peut naître. Alors demande-toi, cherches-tu la compagnie pour t'oublier ou pour te trouver ? La réponse pourrait bien décider de ta liberté.